La pandémie, que l'on peut définir comme une épidémie qui affecte la quasi-totalité d'une population, n'est pas un phénomène nouveau né avec le XXIe siècle. Elle a toujours existé, causant des millions de victimes dans le monde. Parmi les plus graves dans l'histoire figurent le choléra, la grippe espagnole, le sida, la variole et la peste. Ce mal qui répand la terreur et que le ciel en sa fureur inventa pour punir le péché des hommes. Dixit Jean de La Fontaine. La peste qui reste aujourd'hui encore synonyme d'apocalypse et d'épouvante. Bonjour. Enfoui à près de 20 mètres de profondeur au nord de l'île de Jard, l'épave calcinée d'un navire est retrouvée en 1978 par l'Association de recherche historique et archéologique, une association de plongée sous-marine. Il s'agit du Grand Saint-Antoine, de sinistre mémoire. Le grand voilier, de retour de Syrie, qui apporta la peste à Marseille il y a tout juste 300 ans. Ces vestiges sont remontés avec toutes les précautions nécessaires et elles sont exposées aujourd'hui au musée de l'Hôpital Caroline sur l'île de Ratonneau. L'ancre du navire, qui pèse près d'une tonne, est installée à l'entrée du musée d'histoire de Marseille. C'est le 28 juillet 1720 que le régent, Philippe d'Orléans, donna l'ordre de brûler le navire et sa cargaison funeste, mais ce n'est que le 25 et 26 septembre que son ordre fut exécuté. La peste avait eu largement le temps de se développer à Marseille et de s'étendre dans toute la Provence. Je vais donc vous raconter aujourd'hui l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire de Marseille, toujours présent dans la mémoire collective des Marseillais. Un événement dont on célèbre cette année le 300e anniversaire, la terrible peste de 1720. En ce début de l'année 1720, particulièrement douce et ensoleillée en Provence, les Marseillais respirent plus sereinement. Depuis 7 ans, la France vit en paix avec tous ses voisins et le commerce, et notamment le commerce maritime, n'a jamais été aussi florissant. On se serait cru revenu au temps de Colbert et de Seignelay, à l'époque où la marine royale était la première marine du monde, où, dans le splendide arsenal, véritable palais des navires, avait été construite en un jour la galère, la Réale, et où un argent considérable circulait dans la ville, laquelle connaissait une prospérité sans précédent. Ah, sans aucun doute, cette époque heureuse allait revivre, même si, disait-on, la situation financière du pays était dramatique. La dette de l'État représentait 10 années de richesse fiscale du royaume. Mais depuis quelques mois, un Écossais, John Lass, avait trouvé la solution pour regarnir les caisses de l'État, régler le problème de l'endettement et relancer l'activité économique du pays. Ces solutions audacieuses avaient séduit le régent, Philippe d'Orléans, qui gouvernait la France depuis la mort du roi Soleil en septembre 1715, dans l'attente que le futur Louis XV soit majeur. Une banque qui deviendra la Banque royale avait été ouverte. Elle émettait du papier-monnaie contre de l'or et prêtait à l'État le métal récolté. Conjointement,
la Compagnie d'Occident avait été fondée. Elle obtiendra le monopole du commerce avec la Louisiane. D'autres sociétés furent créées dans la foulée, dont la Compagnie perpétuelle des Indes. Décidément, on n'arrête pas le progrès. C'est donc dans l'euphorie, dans tout le pays, et dans la cité phocéenne, on se réjouit de voir se dessiner un nouvel avenir prometteur pour tous les Marseillais. Quant aux fréquents fléaux, peste, choléra et fièvre jaune notamment, qui touchèrent la ville au cours de son histoire et entraînèrent de nombreuses victimes, ils ne tracassent plus les Marseillais et font partie désormais d'un passé révolu depuis la fondation en 1719 par l'architecte Mazin du bureau de l'intendance sanitaire, au pied du Fort Saint-Jean, où sont installés à demeure des médecins chargés du contrôle sanitaire des marins et des bateaux qui entraient dans le port. Alors, on savoure les plaisirs de la vie, on s'amuse et on fait de la musique. Et les fêtes religieuses et profanes n'ont jamais été aussi nombreuses et joyeuses. Dans la grande salle de la toute nouvelle Académie de musique, désirée par le maréchal de Villars et par Monseigneur de Belzunce, évêque de Marseille depuis 1710, les Marseillais se pressent enthousiastes. L'évêque espérait que la musique ferait perdre aux Marseillais leur goût immodéré du jeu. L'Académie de musique avait décidé d'organiser des concerts tous les lundis et vendredis à 18 heures. Le professionnalisme des musiciens, qui pourtant étaient tous des amateurs, et la personnalité des chefs d'orchestre, maîtres de chapelle à Saint-Victor, contribuaient à faire du concert de Marseille l'un des plus brillants du royaume. Pour celui-ci, ce 14 février 1720, les échevins avaient espéré y entrer sans payer, mais ils s'étaient fait vertement rappeler à l'ordre par le maréchal de Villars. À l'issue de ce concert superbe, les spectateurs exaltés applaudirent longuement et avec délectation. La musique, on ne le dira jamais assez, a toujours tenu avec le jeu une place prépondérante dans la vie de la population à Marseille, la musique et plus encore l'opéra. 3 mois plus tard, dans la très belle salle en bois peint et doré du Nouvel Opéra, rue Pavillon, les Marseillais viennent en masse découvrir le phaéton de Jean-Baptiste Lully. On regrette toutefois l'absence de l'évêque, qui préférait être à la cour, au palais royal qui avait supplanté Versailles et où résidait le régent. Soucieux de libéraliser les mœurs devenues trop austères à la fin du règne du roi Soleil, le régent était entouré au palais royal des plus beaux esprits du royaume. Parmi ces beaux esprits, qui rivalisaient d'élégance et de bons mots dans les salons parisiens, le plus recherché et le plus séduisant était, sans conteste, l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce de Castelmoron, né au château de la Force, près de Bergerac. Les évêques n'étaient pas alors rigoureusement tenus à résidence, et le palais royal avait des attraits incomparables qui retenaient les prélats comme les autres gentilshommes de la cour. Alors il y avait toujours à Marseille certaines langues de vipères qui murmuraient que libertinage et débauche régnaient en maître à la cour du régent, et même que c'était la raison pour laquelle notre évêque s'y sentait si bien. Mais n'y a-t-il pas eu à chaque époque de notre histoire des contestataires, des empêcheurs de tourner en rond, des insoumis, dirait-on aujourd'hui, qui critiquaient tout et son contraire? Force est de constater toutefois que Monseigneur de Belzunce se plaisait beaucoup au palais royal. Il n'était pas insensible aux hommages et aux adulations des
grands seigneurs et des belles dames de la cour qui appréciaient son charme, sa distinction, son esprit, lequel, en toutes circonstances, rayonnait de tous ses feux. Ah, c'était de surcroît un fort bel homme qui, à 45 ans, en paraissait 15 de moins. Ce jour-là, une lettre scellée de la croix d'argent sur champ d'azur lui fut apportée sur un plateau d'argent. Elle était de la main du chevalier Rose, édile de Marseille. Belzunce la lut sans manifester la moindre émotion. Monseigneur, écrivit le chevalier, le troupeau appelle son pasteur. Dieu frappe Marseille. La peste nous tue. Les riches s'en vont. Les pauvres meurent. C'est une désolation générale. On croit voir dans les airs l'ange qui tua par la peste les légions de Sénachérib. Venez mourir avec nous. Cette lettre était datée du mois de mai 1720. Voilà une lettre qui était urgente, dit en riant madame de la Fère, et qui pourtant ne paraît pas vous préoccuper fort. On ne treuse tourdi à l'antichambre, et c'est ainsi que les valets brisent les plus intéressants entretiens. Madame, répondit Belzunce, il n'y a point d'urgence, il est vrai, dans cette missive, mais je vous supplie de ne point gronder vos gens. L'erreur était possible. Et, après avoir discrètement demandé son carrosse de voyage, tiré par les meilleurs chevaux de l'auberge des armes de Paris, il reprit tranquillement sa conversation mondaine sur le ton le plus badin. Pourtant, au moment de quitter son hôtesse, il lui dit en souriant au creux de l'oreille. Ma chère amie, ceci est une confidence. Je pars. Eh, où allez-vous donc, monseigneur? Demanda la marquise. Rue Saint-Louis, probablement, comme tous les soirs. Quelle singulière confidence me faites-vous là? Tout le monde pouvait l'entendre. Les traits de l'évêque s'assombrirent alors. Avec un ton sérieux qui détonnait avec ses propos antérieurs et la voix brisée par l'émotion, il dit à la marquise, en lui remettant la lettre du chevalier Rose, « Quand vous serez seule, vous lirez cela, et demain, vous pourrez instruire vos amis. » L'instant d'après, il était sur la route de Paris, et le lendemain, à l'aube, il partait pour Marseille. Ce n'était pas alors un voyage de tout repos, et les routes et les chemins étaient encore infestés de voleurs et de malfaiteurs de toutes sortes. Après 12 jours de voyage, il entra à Marseille par les aqueducs de la porte d'Aix et n'en crut pas ses yeux. On ne lui avait pas menti. La peste était dans la ville. Les pauvres pestiférés expiraient dans les rues. D'horribles suaires, dessinant des corps humains, descendaient des étages supérieurs des maisons sur les tombereaux. Les apparitions de spectres vêtus de noir et à tête de corbeau affolaient les malheureux encore vivants. Dans leurs lugubres accoutrements de protection, les médecins tentaient de soigner ce qui pouvait encore l'être. Une odeur pestilentielle flottait dans l'air. Ah, on était bien loin des parfums d'ambre et d'iris des salons du Palais Royal ou de Versailles. La peste avait été amenée dans la ville par un vaisseau marchand en provenance de Palestine et de Syrie qui entra dans le port le 25 mai 1720 au terme d'une longue navigation périlleuse. C'était une flûte hollandaise à la fière allure qui
de Grand Saint-Antoine était commandée par le capitaine marseillais Jean-Baptiste Château. Elle transportait un précieux chargement d'étoffes de soie et de balles de coton pour une valeur estimée à 300 000 livres. Il était destiné à être vendu à la foire de Beaucaire en juillet. Une partie de la cargaison appartenait à plusieurs grands notables marseillais, dont le premier échevin de la ville, Jean-Baptiste Estel. Les échevins étaient des magistrats municipaux qui administraient la cité phocéenne sous l'Ancien Régime. Ils étaient 4, choisis parmi les négociants et les commerçants. Jean-Pierre Moustier, d'une famille de marchands qui avait fourni plusieurs consuls à Marseille depuis le XVIe siècle. Balthazar Dieudé, négociant, qui avait été membre de la Chambre de commerce en 1704. Jean-Baptiste Audimard, qui avait été également membre de la Chambre de commerce. Et le premier échevin, Jean-Baptiste Estel, précédemment consul de Cède en Syrie, où il avait été confronté à la peste. Le 27 mai, 2 jours seulement après l'arrivée du navire, un matelot meurt brusquement. Ce n'était pas une première. On saura par la suite qu'il avait eu avant lui 9 morts sur le Grand Saint-Antoine au cours de son voyage. Le bureau de santé, installé sur le Vieux-Port, décide alors, à l'unanimité, de faire transférer le cadavre aux infirmiers de l'intendance pour examen et d'envoyer le navire à l'île de Pomègue dans l'archipel du Frioul. Le 29 mai, ce même bureau décide de faire débarquer les marchandises de valeur aux infirmeries, appelées le plus souvent lazarettes, car elles étaient placées sous la protection de Saint-Lazare. Quant aux balles de coton, elles seraient transférées à l'île de Jard. Mais le 3 juin, le bureau revient sur sa décision, sans doute sous la pression des propriétaires de la cargaison, et fait débarquer toutes les marchandises aux infirmeries. Par ailleurs, le chirurgien du port, Guérard, proche du premier échevin, affirme n'avoir trouvé aucune trace de la peste que l'on avait commencé à évoquer et que le malheureux marin était mort de vieillesse à 35 ans. Les jours suivants, un jeune mousse meurt à son tour. Et il est alors bien difficile d'évoquer le même motif. Puis ce sont ensuite plusieurs portefaix qui ont manipulé les ballots de coton qui décèdent à quelques heures d'intervalle. Alors, on commence à s'inquiéter. Les cadavres, par prudence, sont enterrés dans de la chaux vive, sans avoir été examinés, et leur harde brûlée. Mais il est déjà trop tard, car des tissus sortis en fraude des infirmeries ont déjà commencé à transmettre la peste dans la ville. On prononce en tremblant ce mot terrible. Mais les autorités, ainsi que les médecins marseillais, se veulent rassurants. Et pourquoi s'alarmer? La situation est sous contrôle. Et d'ailleurs, il serait prématuré de parler de peste ou d'un quelconque fléau de ce genre. Les Marseillais ne doivent pas se laisser abuser par des rumeurs infondées. Malheureusement, une semaine plus tard, rue Belle-Table, une venelle étroite et sombre des vieux quartiers, une femme, Marie Dauplan, meurt en quelques heures. À ce moment-là, les médecins affirment que ce décès n'a rien à voir avec la peste. Cette Marie Dauplan était une pauvresse, de santé fragile. Et après tout, s'il fallait s'émouvoir de chaque décès chez les pauvres. Mais 8 jours plus tard, un tailleur de 45 ans, Michel Crespe, demeurant place du Palais,
devant l'hôtel-Dieu actuel, meurt à son tour, également de façon subite. Sa femme, Anne, 38 ans, se réfugie chez sa mère, mais n'échappe pas pour autant à la mort. Rien qui ne puisse pourtant alarmer les autorités. Elle ne juge même pas utile de procéder à une enquête. À quoi bon? On assurera qu'ils n'ont été victimes que d'un banal accident. Ils ont bu de l'eau dans laquelle une malheureuse tarentule se serait noyée, et cette eau les aurait empoisonnés. 3 jours plus tard, le mal frappe encore, rue de l'Échelle, quartier des Carmes. Encore une rue de pauvres. 2 femmes décèdent. Sur l'une, un médecin décèle des bubons. Un avertissement qui n'est pas pris en compte. Pourtant, maison par maison, le fléau progresse, mais il reste circonscrit au vieux quartier. Alors, pourquoi s'affoler? Et puis, les bruits qui courent sont incontrôlables, et chacun sait que les Marseillais en rajoutent toujours beaucoup. C'est dans leur nature. Si des édiles marseillaises ne s'inquiètent guère, l'angoisse, une angoisse diffuse, s'installe dans la population de ces quartiers, notamment le quartier des Grands Carmes, le plus déshérité de la ville. Il semblerait que la peur, l'effroi pour beaucoup, d'être touchés par le redoutable fléau, on ne parle encore que d'une fièvre maligne, favorisa la propagation rapide chez les plus épuisés, les plus effrayés aussi. Le fameux Pierre Chirac, premier médecin du Régent, consulté sur l'attitude à tenir face à la maladie, répondit qu'il fallait surtout être gai. Facile à dire. Cet avis était partagé toutefois, et notamment par d'éminents médecins à Montpellier, qui niaient d'ailleurs la contagion. Ce qui est certain, c'est que les gens qui avaient le moral le plus haut étaient ceux qui s'alimentaient bien, qui n'habitaient pas dans les îlots insalubres des vieux quartiers autour du port, et avaient un logement spacieux et bien aéré. Ceux, enfin, qui bénéficiaient de conditions de vie satisfaisantes. Ceux-là risquaient moins que les autres, que la grande masse des autres, déjà faibles, mal nourris et vulnérables du fait de leur pauvreté et de leur vie précaire. Au mois de juillet, la chaleur s'installe à Marseille. Et ces bruits, qualifiés d'incontrôlables, commencent à être pris en considération par certains, dont ceux au plus proche des malades, à savoir les médecins sur le terrain. Ce sont surtout 2 médecins bien connus des Marseillais, les Pézonel, le père Charles, doyen des médecins de Marseille, et son fils Jean-André, qui lancent un premier cri d'alarme le 9 juillet et alertent les échevins. Ils ont constaté que tous les moribonds auprès desquels ils ont été appelés présentent les mêmes symptômes, et ils n'hésitent pas à prononcer le mot tant redouté de peste. Ils soulignent par ailleurs que de plus en plus de malades habitent en dehors des vieux quartiers, notamment près de la place de l'Anche, quartier de Nanty. La mort, désormais, ne choisit plus seulement les pauvres. Il faut savoir que, depuis l'Antiquité, toutes les épidémies s'affublaient du nom de peste. Mais ce seul mot suffisait à désigner l'horreur et l'impuissance des hommes devant le fléau. S'il fallait procéder à un classement parmi les fléaux, il est vraisemblable que la variole tiendrait la première place sur le podium d'honneur des épidémies du passé. Quant à la peste, la vraie peste, la peste noire,
La grande peste, peste dite bubonique, car elle se caractérise par l'apparition de ganglions lymphatiques gonflés et douloureux à l'aine et aux aisselles. La grande peste qui frappait déjà l'humanité il y a 5000 ans. Elle sévissait toujours de façon endémique en Asie centrale et en Chine, et c'est en 1346, lorsque les Tatars de Mongolie décidèrent d'assiéger le port de Cafar, comptoir commercial génois de Crimée, sur les bords de la mer Noire, que le bacille de la peste, véhiculé par les puces des rats noirs qui accompagnaient les troupes mongoles, toucha assiégeants et assiégés, car les assiégeants malades trouvèrent logique de partager leur mal avec les assiégés, en catapultant les cadavres au-dessus des murs d'enceinte pour infecter la ville. Les Tatars venaient d'inventer la première guerre bactériologique. Un bateau de commerçants génois put toutefois s'échapper avant la fin du siège, et comme les affaires étaient prioritaires, les Génois acheminèrent leur cargaison à leurs clients, et à chaque fois la peste avec elle. Et c'est ainsi que Marseille, à son tour, accueillit la terrible maladie transmise par le gros rat noir asiatique. Celui-ci prit rapidement le dessus sur le petit rat européen, d'autant plus facilement qu'à Marseille, en 1347, il n'y avait plus de chat pour s'attaquer aux rats mongols. En effet, à la suite d'une bulle papale de 1233, rédigée par Grégoire IX, le pape qui installera la redoutable Inquisition en Europe, les chats, à commencer par les chats noirs, étaient considérés comme des serviteurs du diable. L'Inquisition, se chargeant ensuite de combattre toutes les formes de sorcellerie et de satanisme, elle y associa tout naturellement l'éradication des chats. Pendant plusieurs siècles, nos pauvres matous disparurent des villes et des ports au profit de leurs adversaires héréditaires, les rats. Pour en revenir à l'année 1720, les chats, bien que revenus en état de grâce, étaient impuissants à les combattre, et pas assez nombreux. Par ailleurs, il s'avère que si les rats étaient des propagateurs de la maladie, des recherches récentes nous démontrent qu'ils n'étaient pas les seuls en cause dans la propagation de l'épidémie de peste de 1720. Nous y reviendrons un peu plus tard. Dès que le mot peste fut prononcé, d'abord en catimini, puis de plus en plus officiellement pour qualifier ce mal qui commençait à se répandre dans toute la ville, il apparut comme évident aux Marseillais qu'une telle puissance dans l'horreur ne pouvait qu'être envoyée par un Dieu tout-puissant, accréditant ainsi la réalité de la maladie-punition, comme l'écrivait si bien ce bon monsieur de La Fontaine. Un mal qui répand la terreur, mais que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. L'Église, après s'être montrée prudente, constatant les conséquences de ce mal, parla à son tour de vengeance divine et invita les Marseillais à se repentir de leurs fautes. Incontestablement, les Marseillais, par le goût de la luxure, de la rapine et de la débauche de certains d'entre eux, n'avaient fait qu'irriter Dieu. Dieu punit donc les habitants de la ville à cause de leurs multiples péchés. Et dans cette hécatombe, affirment les autorités religieuses, Dieu reconnaîtra les siens. Peste est une maladie venant de l'ire de Dieu, tempastative,
hâtive, monstrueuse et épouvantable, écrivait déjà à son époque Ambroise Paré. Lorsque les Besonnel alertèrent les échevins, leur premier réflexe fut de placer des gardes en armes à la porte des maisons pour empêcher le mal de se répandre. Les autorités de la ville rechignaient toujours à parler de peste. On fit enlever les cadavres de nuit, afin de ne pas affoler les gens. Le second échevin, Moustier, se rend rue Jean Galland, où une maison lui est signalée comme particulièrement frappée et fait transporter morts et mourants hors la ville, à Arinques. Il fait ensuite murer la maison à chaux et à sable. Mais ces mesures sont tout à fait dérisoires vu l'ampleur que prend de plus en plus la maladie. De surcroît, elles sont mises en application avec une certaine lenteur et une grande discrétion. Ainsi, par exemple, l'ordre donné de brûler le Grand Saint-Antoine et sa cargaison ne sera exécuté qu'à la fin du mois de septembre. Néanmoins, malgré le mutisme des autorités marseillaises, on commence à parler de la maladie chez notre voisine Aix, à la grande fureur de l'intendant de Provence, qui tense les échevins de Marseille, qui n'ont pas tenu secret de ce qui se passe. Alors, les échevins, inquiets de la funeste réputation que l'on commence à faire à la ville, lancent une contre-offensive tous azimuts. Le 15 juillet, alors que le nombre de décès ne fait que croître et qu'un prêtre, le père Giraud, déclare dans son prêche dominical « Dieu déclare la guerre à son peuple », ils ont l'inconscience d'affirmer dans une lettre circulaire adressée aux responsables de la santé des grands ports d'Europe en relation avec Marseille « La santé est bonne en cette ville. Il y a de la contagion dans nos infirmeries, lesquelles sont séparées de la ville et avec lesquelles la ville n'a aucune communication, y ayant sur cela des ordres très sévères que nous faisons observer inviolablement. » On continue à minimiser la situation. Et les échevins affirmeront même dans une lettre au régent qui part le 21 juillet « Nous avons lieu de croire qu'il n'y a plus rien à craindre. Depuis 15 jours, il n'est plus rien arrivé. » Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Un médecin de quartier, M. Sicard, qui sous prétexte d'être en contact avec des malades, assure que le mal n'a pas disparu et se croit assurément plus savant que les autres, est violemment discrédité. Et un chirurgien, un certain Bouzon, est dépêché sur place pour voir ce qu'il en est. Ce Bouzon, qui, selon un témoin, ne parle aux malades que de très loin, rapporte aux autorités la réponse qu'ils attendaient. Rien de très méchant. Oh, ce n'est qu'une fièvre vermineuse. L'aveuglement et la surdité des échevins dépassent l'entendement. Comme pour les réveiller de leur léthargie, ce même 21 juillet, dans la nuit, un formidable orage, mêlant pluie et grêle, s'abattit sur Marseille au milieu d'un concert de tonnerre et d'éclairs. C'était un orage épouvantable. Personne ne se souvenait d'en avoir vu de pareil. Il était si effrayant qu'il semblait que le doigt de Dieu s'était posé sur la ville. Le mal, comme dynamisé par les éléments en furie, progressa encore. Pour les Marseillais, le doute n'était plus permis. Il n'était plus possible de continuer à se voiler la face. Enfin, Moustier et Estelle, le premier échevin en titre, ouvrirent les yeux et prononcèrent le mot terrible. Peste bubonique. Le 28 juillet, une première réunion de tous les médecins et chirurgiens de la ville et des échevins était organisée, 2 mois après les premiers signes d'épidémie et des mesures drastiques envisagées.
Le gouverneur Viguier, le marquis de Pile, décide que personne ne sortirait ni ne rentrerait dans la ville, illuminée désormais de jour comme de nuit, de feux de bois placés le long des murs, sur les places publiques et devant chaque maison. Mais rien n'y fait. La maladie se répand à une allure fulgurante, au rythme d'un galop d'un cheval. On meurt chez soi, on meurt dans la rue, et bientôt, les échevins rencontrent un nouveau problème, l'entassement des cadavres dans les rues. Ils font alors placarder des affiches sur les murs pour solliciter des volontaires afin de procéder à l'enlèvement et à l'enterrement des victimes. Malgré les gratifications promises, on ne se bouscule pas au portillon, et les quelques rares volontaires du début sont rapidement emportés par la maladie. Ils firent alors appel aux forçats, fournis par le chevalier de Rancé, commandant des galères. Le nettoyage de la ville imposa aussitôt des solutions radicales en raison de la progression exponentielle de la mortalité, comme le creusement de fosses communes dans lesquelles les cadavres sont recouverts de chaux vives. Dans le quartier de la Tourette, où presque tout le monde avait péri, le chevalier Rose allait se dévouer sans compter à la tête d'une centaine de forçats. Et essentiellement pour ramasser les morts qui pourrissent à même la rue et propagent l'infection. Sans se rebuter de voir tant de cadavres hideux qui présentent à peine la forme humaine et dont les vers mettent les membres en mouvement, le chevalier Rose les fait ensevelir dans les casemates du rempart qui cernait la Tourette. Ancien militaire et diplomate, qui au cours de sa carrière avait connu la peste en Orient, il n'avait pas hésité à quitter sa bastide de Bonneveine pour reprendre du service dès le mois de juin. Nommé capitaine du quartier à Riveneuve, il y créa un hôpital pour pestiférés, organisa un ravitaillement au paroxysme de la maladie dans la ville, quand les trois quarts des boulangers étaient morts, que les vivres n'arrivaient plus, déposés aux barrières sanitaires où il fallait aller les chercher. Le chevalier Rose payera même le blé de ses propres deniers. Le chevalier Rose, il ne nous en aurait pas fallu un seul, mais des dizaines, lancera l'échevin Dumas quelques mois après la fin de l'été 1721, quand le cauchemar s'éloigna et que l'on commença à faire le bilan de la terrible catastrophe. Dès les premiers jours de l'épidémie, d'étranges créatures qui semblaient apparentées à nos modernes Shadocks firent leur apparition. Pourvus de masques à bec d'oiseau, remplis de parfums, avec des yeux de cristal, ces êtres mystérieux, aux gestes lents et mécaniques, et qui parcourent la cité en tous sens dans leur accoutrement carnavalesque, ce sont les médecins marseillais qui très vite s'avouent impuissants face à l'ampleur de la catastrophe. Sitôt arrivé dans la ville, à la mi-juillet, Monseigneur de Belsunce s'était rendu à pied à l'église Saint-Martin, et il y rentra au milieu d'un cortège de cadavres. Aussitôt, les prêtres qui le reconnurent entonnèrent un Te Deum de réjouissance, et après la cérémonie, Belsunce donna des ordres pour l'organisation d'une fête publique dès le lendemain au milieu du cours qui porte aujourd'hui son nom. Le courage et le dévouement de l'évêque de Marseille durant cette période sombre, vraisemblablement la plus sombre de l'histoire de la cité phocéenne, allait forger son image pour la prospérité. Celle-ci conserve le souvenir du prélat, vêtu de soutane de soie, relevé bien haut sur le bras, une éponge imbibée de vinaigre sous le nez, parcourant la ville, seul, en répandant les aumônes,
réconfortant les malades et confessant les mourants. On peut se demander ce qu'auraient dit les gentilshommes de Versailles et les belles dames de la cour s'ils avaient vu le mondain évêque se frayer une route à travers les cadavres en chantant le psaume « Quid confidit in Domino ». Ses mains, assez fortes, étaient, disait-on, satinées et douces, et leur contact sur les corps tuméfiés apaisait comme par miracle les souffrances les plus vives. Au chevet des agonisants, il devenait immatériel, impalpable, telle une lueur de phare sur les flots. Combien de Marseillais ont disparu en emportant la vision angélique de son visage rayonnant et de son sourire doux et affectueux. Dès la première semaine d'août, soit 2 mois après la funeste arrivée du grand Saint-Antoine, on comptait près de 1000 morts par jour à Marseille, dans tous les quartiers de la ville. Toute une littérature en prose et en vers fleurissait alors, depuis quelques semaines, vantant des remèdes miracles contre la contagion. Prenez un brin de rue, plante à fleurs jaunes vivant dans des endroits secs, au plus haut de la plante, un grain d'ail, un quartier de noix, un grain de sel de la grosseur d'un pois. Mangez cela tous les matins, et vous pourrez être assuré d'être préservé de la peste. On recourt à la tiraque, la thériaque, l'orvietan, drogue inventée par un certain Ferranto d'Orvieto, et surtout au fameux vinaigre des 4 rouleurs, dont on se frotte le visage et les mains, macération judicieuse de 15 jours de vinaigre blanc, d'absinthe, de reine des prés, marjolaine, sauge, girofle, angélique, romarin, marube et camphre, mélange subtil et sans nul doute efficace. En effet, alors que la logique savante des médecins semblait ne servir à rien, l'empirisme populaire et le bon sens de beaucoup donnaient quelques résultats significatifs. C'est au cours de la grande peste de 1720 qu'apparut sur la scène publique marseillaise Annibal Camus, qui passera à la postérité pour être mort à 122 ans et sera immortalisé 34 ans plus tard, en 1754, dans le célèbre tableau de Joseph Vernet, L'entrée du port de Marseille. Annibal Camus expérimenta sur les malheureux agonisants ses remèdes à base de plantes qu'il cultivait lui-même sur son vallon, non loin de l'abbaye de Saint-Victor. Il préparait ses médicaments, ses onguents et ses élixirs dans son manoir, que l'on appelait le manoir Camus, lequel disparut dans les années 1860, victime des grands travaux d'urbanisme du Second Empire, et en même temps d'ailleurs que la rue qui portait son nom, située entre la rue Félix-Flégier et le boulevard Cieussat. Annibal Camus utilisait les propriétés bénéfiques des plantes pour s'efforcer de soigner les malades ou tout au moins d'apaiser leurs souffrances, en partant du principe que si ces racines et ces plantes ne parvenaient pas à guérir, elles ne recelaient en tout cas aucun mal pour la santé. Même aux heures les plus noires du fléau, il ne reste pas sur son vallon. Il parcourt la ville, inlassablement, un mouchoir mouillé de vinaigre sous le nez, ne craignant pas de s'approcher des cadavres en décomposition qui jonchent le sol, entassés les uns sur les autres, en espérant trouver quelque part un souffle de vie. Et il s'efforce d'apporter le secours de ses recettes aux survivants, qui sont encore capables de lutter contre ce mal phagédénique.
Hannibal complétait ainsi sa pharmacopée personnelle qui allait contribuer les années suivantes à asseoir sa notoriété et sa popularité à Marseille. Homme de cœur, il s'attachait surtout, en ces douloureuses circonstances, à soulager ceux qui, abandonnés de tous, souffraient de toutes sortes de maux physiques, mais aussi psychiques. La charité et la compassion, qui semblent résister de moins en moins à la peur et à la mort, même chez les plus braves, conduiront ces pas dans les quartiers les plus dévastés par l'effroyable maladie, comme le quartier des Carmes, de l'Oratoire, le Cours, la rue des Fabres. Cette descente aux enfers des Marseillais pouvait quelquefois se transformer en une ascension vers le sublime. Quelle merveilleuse image, par exemple, que celle de ce pauvre qui, ayant enveloppé sa femme morte dans un drap de lit, l'a chargée sur ses épaules, et qui, tenant un crucifix d'une main et un cierge de l'autre, l'a porté dans le cimetière de la Major. S'isoler ou fuir. Désormais à Marseille, le choix était simple, du moins pour ceux qui pouvaient se permettre de choisir leur destin. La plupart des notables et des bourgeois prirent la fuite, de même qu'un grand nombre de médecins, avocats, procureurs, négociants et chanoines contribua ainsi à la paralysie totale de toutes nos institutions et favorisant l'établissement d'un climat de terreur et d'anarchie. Parmi ceux qui restèrent, beaucoup s'enfermèrent, imitant en cela les chanoines de Saint-Victor, priant désormais pour le salut commun derrière les épaisses murailles de l'abbaye, dont ils murèrent soigneusement toutes les ouvertures. Quant à Jacques Gouillon de Matignon, qui dirigeait la communauté depuis 1703 et préconisa l'enfermement de ces bons moines, il préféra, en ce qui le concerne, s'éloigner de la ville et se rendre dans sa bastide de la Ciotat. Il faut souligner que, grâce à leur courage et à leur ingéniosité, les 9000 habitants de la Ciotat surent se protéger de la peste, et c'est avec tous les honneurs qu'ils accueillirent le seigneur abbé de Saint-Victor. Certes, celui-ci ne prit pas cette décision d'isolement de la communauté victorine de gaieté de cœur. C'est du moins ce qu'il prétendit. Mais ne fallait-il pas, coûte que coûte, protéger celle-ci du fléau, pour qu'elle puisse tout entière se consacrer à implorer la clémence de Dieu? C'était pour lui un devoir impérieux. N'était-il pas le principal responsable vis-à-vis de la communauté et de Dieu? Néanmoins, une lettre de son intendant au consul de la ville fait preuve d'une inquiétude bien plus grande pour son confort que pour le sort de ses ouailles. Je vous écris pour vous prier de lui envoyer 3 mulets pour porter ses hardes avec un cheval. Sa grandeur m'a encore chargé de vous marquer qu'elle ira loger en arrivant chez les révérends pères de l'Oratoire, et que le lendemain elle se retirera à sa maison de ville. Elle fera porter son lit avec des tapisseries de Damas. Elle vous prie encore de lui faire porter des provisions de bois et de charbon. Cependant, dans ses actes et ses missives, depuis son sanctuaire de la Ciotat, il soulignait inlassablement que la repentance est le meilleur moyen pour sortir du maelstrom où la ville s'enfonçait, et il conviait la population à prier nuit et jour. Il scellait ses actes de cire verte. Le vert, qui symbolise le réveil du printemps, la résurrection des bienheureux,
le vert qui demeure encore aujourd'hui la couleur de l'espérance et qui, singularité unique, se retrouve toujours actuellement sur les sièges de la procession de la Chandeleur à Marseille. L'espoir de l'abbé commendataire de Saint-Victor n'était cependant guère partagé par la population marseillaise qui se sentait de plus en plus abandonnée, même si on lui assurait que l'on priait pour elle, abandonnée et impuissante face à l'abominable fléau. Elle finissait par se persuader, elle aussi, que Dieu avait décidé de rayer Marseille de la surface de la terre, comme jadis l'antique Babylone. Fin août, il ne restait plus à Marseille qu'une poignée de responsables, quatre pour être précis, sous l'autorité plus nominale que réelle du gouverneur Viguier, Louis-Alphonse de Forciat, marquis de Pile. Jamais, sans doute, si grande ville ne fut administrée par si peu d'hommes. Bientôt, le flot des morts, sinistre et hideuse marée, submerge la ville. C'est un spectacle dantesque qui nous a été admirablement restitué dans ses détails les plus atroces par le peintre catalan Michel Serres. Un certain nombre de ces forçats chargés d'enlever les cadavres pillent à présent les maisons abandonnées, achèvent les moribonds et jettent dans les chariots des gens encore vivants qui sont précipités avec les autres dans les fosses communes. Pour l'évêque de Marseille, il était évident que cette épidémie représentait la manifestation la plus spectaculaire de l'ire de Dieu, comme contre une cité qui avait trop complaisamment tendu l'oreille aux sirènes jansénistes. Dieu, irrité, veut punir les péchés du peuple, écrivit-il froidement les premiers jours du fléau. Marseille, une autre Sodome. Une fois encore, l'accusation était lancée. Certes, les Marseillais récoltaient les fruits de leur légèreté, leurs pratiques sexuelles, leur hygiène rudimentaire, mais ils ne pensaient en aucune façon que le terrible mal constituait la punition suprême d'un Christ pancréator qui allait à l'encontre de l'image qu'il se faisait de Dieu. Mais Marseille ne fut pas la seule victime de l'ire de Dieu. La maladie se propagea partout en Provence, puis en Languedoc, malgré tous les efforts pour la contenir et les mesures draconiennes prises, comme la construction sur les montagnes du fameux mur de la peste, haut de 6 pieds et dont on peut voir encore des vestiges, et dans la plaine, le creusement d'un large fossé. Aix-en-Provence, Toulon, et bientôt tout le Midi, les villes d'Apt, d'Avignon, d'Orange et de Monteux, et une grande partie du centre de la France furent touchées. Jules Michelet rapporte dans son Histoire de France le récit d'une femme qui, fuyant la contagion, entreprit un périlleux voyage de Marseille à Paris. Pour éviter les cordons sanitaires, elle contournait les villes, marchait à travers les campagnes désertées. Des montagnes du Gévaudan aux vallées de l'Aveyron, dans plus de 20 villages qu'elle traversa, elle ne trouva pas âme qui vive. Partout, des morts non inhumés jonchaient les chemins. Elle ne rencontrait personne pour l'héberger. Les maisons étaient vides. Tout le monde avait fui. Elle entra dans plusieurs d'entre elles pour rechercher de la nourriture. Elle avisa un presbytère ouvert, vraisemblablement abandonné. Et là, elle fit une bien macabre découverte. Le curé, habillé de ses ornements, était là, agenouillé sur son prie-dieu.
mais il était pourri et dégageait la plus infecte odeur qui soit. Et plus loin, sur un lit, gisait en décomposition celle qui était sans doute sa servante. Dans l'armoire entr'ouverte, 500 livres en or abandonnés. Pour en revenir à Marseille, au curé des paroisses et au supérieur des couvents, Monseigneur de Belzunce donne des consignes précises. Les prêtres devaient être en première ligne pour secourir ceux qui souffrent et soulager les âmes dans leur affliction, en prenant toutefois les précautions nécessaires afin qu'ils ne tombent pas frappés du mal terrible au milieu de leurs paroissiens, ce qui ferait de plus mauvais effets. Pour cela, le curé de Saint-Martin eut une idée lumineuse. Puisqu'il semblait, d'après les médecins, que c'est par contact que se propageait le mal, il imagina de longues pinces de 2,60 m permettant de distribuer la communion à distance. Par la même occasion, on pourrait se servir de baguettes de bois de même dimension qui serviraient à oindre le front des mourants avec les saintes huiles. On ignore la réaction de l'évêque et si ces suggestions originales furent suivies par les prêtres. Ce qui est certain, c'est que l'hémorragie de population s'accélérait au fil des jours. De nombreux prêtres, comme des notables, médecins, magistrats et beaucoup de Marseillais continuaient de fuir la ville maudite et se réfugier pour certains dans leurs bastides. Seuls restaient les plus pauvres qui ne savaient pas où aller. Dans le même temps, Monseigneur Belzunce, bien conscient de la gravité de la situation, s'efforçait de mobiliser tous ceux qui dépendaient de son autorité. Parmi les personnalités civiles qui n'abandonnèrent pas la ville et s'illustrèrent par leur dévouement, il faut citer en particulier des médecins qui, malgré leur science balbutiante à l'époque, se sont sacrifiés, comme Charles Pézonnel, mort en septembre de la terrible maladie en soignant des malades, ou bien ont pris tous les risques, comme François Chicoineau, même si on peut lui reprocher d'avoir toujours réfuté toute idée de contagion. C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle il négligeait de prendre toute précaution, respirer l'air qui sortait de la bouche des mourants, porter les mains sur les charbons, sur les bubons ouverts, et par excès de zèle, sans doute, ouvrait des cadavres couverts des ravages de la peste. Médecin réputé à Montpellier, il avait été envoyé à Marseille par le régent Philippe pour combattre la maladie. Il succédera à son beau-père, Pierre Chirac, en 1723 comme premier médecin du roi Louis XV. À la fin du mois d'août, on commença à mourir en masse, au rythme inouï de 1000 personnes par jour. Le 2 septembre, un grand coup de Mistral frappa la ville à l'agonie, et tout ce qui languissait dans les rues fut terrassé et ne se releva pas. Les enterrements n'étant plus envisageables, ne restait plus que les fosses communes où les corps étaient déversés par dizaines comme des immondices. Mais les fosses, très vite pleines et gorgées, se mirent à fermenter, et l'on atteignit alors le paroxysme de l'horreur. Les fossoyeurs eux-mêmes, épouvantés, prirent la fuite, et il fallut que Moustier montre l'exemple, et muni de pioches avec quelques soldats qui eurent honte de reculer, qu'il avance sur ce charnier mouvant et l'enfouit de nouveau dans la terre. Grâce à ces efforts surhumains, à ceux du Chevalier Rose et de quelques autres, la peste commença à reculer. On balaya les franges profondes qui encombraient les rues, mais la tâche était immense.
un commandant envoyé de Paris par le régent, M. de Longeron, entra en action. Il se vit investir de tous les pouvoirs et put employer les ressources restées intactes de l'arsenal et de la garnison. Il remit un peu d'ordre, remplaça d'autorité Estelle, somma les juges et les employés judiciaires et administratifs de revenir et nettoya la ville. 2000 cadavres pourrissaient encore dans les rues. Puis la vendange arriva. Oui, il faut rappeler que l'on cultivait la vigne à Marseille depuis le Moyen-Âge, et les vignes enserraient la porte Paradis, celle qui a donné son nom à la rue, atteignaient le Haut-Saint-Ginier, descendaient vers le vallon de la Gironde, le Prado, et du côté de la vallée de l'Uvonne, jusqu'à l'actuel Saint-Loup, et les Marseillais exportaient même leur vin dont la réputation était excellente. Avec les vendanges, on put voir les effets salutaires de la fermentation vineuse, notamment la détente physique et morale qu'elle engendrait. Le vin amena la gaieté et l'optimisme, effaça les maux, les chagrins et les deuils. La vie triompha enfin sur la mort et reprit le dessus. Une véritable fringale de vie. Repas, orgies, fêtes, mariages se multiplièrent, et bon nombre de filles en noir, veuves d'un époux ou de leurs parents, se marièrent brusquement, comme pour faire un pied de nez à la mort. Marseille, avec cette faculté étonnante qui est la sienne de se relever dans la pire des situations, redynamisée par l'épreuve et renaissant de ses cendres encore fumantes comme le phénix de la légende, retrouvait en un temps record toute sa vigueur. L'immigration, venue essentiellement de la Haute-Provence, du Languedoc et du centre de la France, répara par ailleurs la plus grande partie des pertes humaines. Ce 1er novembre 1721, combien de Marseillais retinrent leur souffle lorsque Monseigneur Belzunce bénit la ville du haut du clocher des Accoules, après avoir procédé à l'exorcisme rituel, ou lorsque, pieds nus, corde au cou, croix sur l'épaule et flambeau à la main, jouant le bouc émissaire, il la consacra au Sacré-Cœur à l'occasion d'une messe solennelle, grandiose, célébrée sur le cours. Ce jour-là, se mêlaient dans la foule toutes les composantes de cette société marseillaise si cruellement éprouvée. Le Chevalier Rose, dont le dévouement et l'énergie durant la catastrophe furent exemplaires, et là aussi, ainsi que l'échevin Moustier et Claude Longeron, commandant de la ville, qui se distingua par son énergie et sa détermination. Plus loin, on pouvait distinguer la frêle silhouette de Jean Crespe, le fils de Michel Crespe, tailleur à la place du Palais, quartier de l'Ange, qui fut la seconde victime de la peste de 1720, et un chapelet entre les doigts, Isabelle Chicoineau, la fille du courageux médecin, dont la fermeté au début de la contagion rappela à leur devoir les médecins tremblants. Tout Marseille, ou tout au moins tous ceux qui avaient échappé à la peste, semblaient être là, autour de leur évêque. Un mois plus tard, la vie quotidienne reprenait son cours, presque normalement, dans la cité phocéenne. Les moines de Saint-Victor, qui s'étaient enfermés derrière les épaisses murailles de leur abbaye, dès le début de l'épidémie, commencèrent à pointer leur nez à l'extérieur, tandis que Jacques Gouillon de Matignon
rentrer dans sa chère cité, et en se réjouissant que ses prières et celles de sa communauté avaient fini par calmer l'ire de Dieu. Entre 40 000 et 50 000 victimes de 1720 à 1722 apaisèrent les fureurs de la peste, soit près de la moitié de la population. On commença alors à rechercher les responsables d'une telle catastrophe. La première personne mise en cause fut le capitaine Château, qui n'ignorait probablement pas que la peste était à bord de son navire. Il sera écroué le 8 septembre 1720 au château d'If et libéré 3 ans plus tard. Le second personnage, qui fit l'objet de nombreuses controverses, c'est le premier échevin de la ville, Jean-Baptiste Estelle, qui était propriétaire d'une partie de la précieuse cargaison. Accusé de trafic d'influence auprès des intendants de santé, aussi bien que pour son propre compte que pour les autres négociants, il sera finalement reconnu innocent par le roi en 1722, qui lui accorda même une rente annuelle dont il ne bénéficiera guère, puisqu'il décéda en janvier 1723 à l'âge de 61 ans. Et puis il y eut les autres, tous les autres, aveuglés par leur cupidité. Ils ne voulaient surtout pas perdre un grand et précieux chargement. Responsables, mais pas coupables. Des dizaines de milliers de morts qu'aura coûté ce drame sur 100 000, la population de la cité phocéenne en 1721. Je voudrais cependant vous dire un mot sur une découverte récente qui pourrait atténuer peut-être les responsabilités du capitaine Château et de Jean-Baptiste Estelle. Une équipe de l'Institut Max Planck en Allemagne est parvenue récemment à reconstituer le génome du bacille Yersinia pestis à l'origine de la peste de 1721. Ce travail semblerait prouver que le terrifiant pathogène ne venait pas d'Asie, transporté par le grand Saint-Antoine, mais qu'il descendrait directement du responsable de la première grande pandémie du XIVe siècle que nous avons rapidement évoquée. Le bacille se serait endormi pendant plusieurs siècles avant de se réveiller brutalement. Affaire à suivre donc. Après la renaissance de la ville, Versailles voulut revoir Belzunce. « Comme il me manque !» se lamentait Madame de la Fère. Mais celui-ci resta sourd aux instances de ses amis de Versailles et ne quitta plus le siège de sa ville, si douloureusement blessé. La peste de 1720 laissera à Marseille des souvenirs ineffaçables et marqua la cité de sa griffe. Et pendant un siècle et demi, on prit les précautions les plus minutieuses pour prévenir le retour de ce terrible fléau. Il est encore difficile aujourd'hui de mesurer exactement ce que furent les conséquences de la peste. Les finances municipales n'ont pas été vraiment bouleversées. On peut même dire que les Marseillais riches découvrirent parfois des occasions nouvelles de placements intéressants et sûrs. Et la ville allait très vite retrouver sa prospérité, son enthousiasme et sa joie de vivre. Quant aux plus pauvres, qui payèrent le plus lourd tribut au terrible fléau, ils bénéficièrent de distributions gratuites de pain et de viande jusqu'en novembre. Une famine à grande échelle fut ainsi évitée. Au XVIIe siècle, jusqu'en 1730 environ, la famine, redoutable fléau hérité du Moyen Âge
et faisant partie de cette fameuse trilogie du malheur, peste, famine et guerre, était beaucoup moins fréquente en Provence que dans le reste de la France, et à Marseille, on mangeait généralement fort bien et suffisamment, même chez le petit peuple. Elle reste malheureusement toujours présente dans de nombreuses parties du monde. Quant à la peste, a-t-elle été définitivement éradiquée à Marseille, en France et dans le monde? Probablement, même si les derniers cas recensés se situent il y a seulement 75 ans en Corse, à Ajaccio, où elle fit 10 décès en 1945. Et si l'OMS alerta sur le cas de plusieurs malades atteints de la peste à Madagascar en 2016. Reste une expression dans notre langage moderne. Se méfier de quelqu'un comme de la peste. Et une tradition bien implantée à Marseille, la célébration tous les 1er novembre à la basilique du Sacré-Cœur du Prado, de la cérémonie organisée en 1720 par Monseigneur de Belzunce, consacrant la ville au Sacré-Cœur. Je vous remercie.